Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier lecteur ou lectrice pour la vie qui sera animé par André Girard et Ingrid Stendler du Conseil des écoles catholiques du 113, donc du CECCE. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter André Girard. André, qui est une personne polyvalente et apprenante à vie, occupe le poste de conseillère pédagogique depuis 2019 au CECCE. Elle travaille différents dossiers en littératie et en transformation d'expériences d'apprentissage qui touchent les enseignants et les élèves de la maternelle à la 6e année. Dévouée, attentionnée et toujours prête à rehausser ses pratiques selon les dernières recherches pour assurer la réussite de chacun. Elle est passionnée de la littérature jeunesse, l'apprentissage à partir de tâches authentiques telles que l'intégration des albums jeunesse comme outil pédagogique préconisé. Elle occupe un poste maintenant en tant qu'enseignante au CECCE depuis 2004 et puis nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Ingrid, quant à elle, occupe un poste de conseillère pédagogique au CECCE aussi depuis 2016. D'abord dans les dossiers de l'actualisation linguistique en français et du programme d'appui aux nouveaux arrivants, afin de relever les nombreux défis associés à l'accueil des élèves allophones et anglophones. Elle travaille maintenant au dossier de littératie à l'élémentaire. Elle accompagne des écoles, leur personnel dans le but de créer des communautés littéraires où les enfants seront des lecteurs, auteurs et communicateurs à vie. La réussite et la motivation sont au cœur de ses préoccupations et elle œuvre au CECCE depuis 2000. Alors, mesdames, à vous la parole et bon atelier. Merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, première chose, nos normes de fonctionnement, on va profiter de chaque moment ensemble pour réfléchir et noter nos apprentissages. On va faire une participation active. Donc, on espère que vous allez être à l'aise avec vos questions, vos commentaires et vraiment utiliser la boîte de clairvardage au besoin. On va partager nos apprentissages tous ensemble ce matin, puis on va être attentifs à notre entourage. Donc, s'il vous plaît, mettre votre micro en sourdine, faire attention à l'éclairage, à notre présence en ligne et notre étiquette. Donc, sur ce, on commence notre présentation ce matin. On est vraiment contente d'être ici pour vous parler de la lecture, donc vraiment de nos élèves en tant que lecteurs, mais pas juste des lecteurs et lectrices, des lecteurs et lectrices pour la vie. Donc, le menu de notre atelier est en 2 volets. On veut vraiment parler de l'importance d'abord d'une vision commune de l'enseignement de la lecture. Donc, l'importance, entre autres, du rôle de l'enseignant dans tout ça, puis de l'enseignement explicite et systématique de la lecture. Puis, notre deuxième volet, c'est tout ce qui accompagne notre plan d'action en lien avec l'apprentissage de la lecture, puis l'accompagnement de nos écoles. Donc, tout ça a commencé avec l'arrivée du guide pédagogique sur l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. Donc, suite à l'arrivée de ce guide-là durant l'année scolaire l'an passé, on a vraiment eu la chance de réfléchir sur nos pratiques d'enseignement, plus particulièrement évidemment en lecture. Ça a vraiment amené une prise de conscience de l'importance d'une compréhension commune du rôle de l'enseignant, justement, de la maternelle jusqu'en 3e année et même plus. Et aussi toute l'importance de, comme je l'ai dit, l'enseignement explicite et systématique de la lecture. Donc, dans tout ça, on va parler justement de ce rôle si important de l'enseignant. On commence avec une diapo qui nous vient de Pascal Lefebvre. Donc, quand le guide est sorti, on s'est beaucoup inspiré de ce que Pascal Lefebvre a sorti en lien avec ceci. Donc, Pascal Lefebvre, vous le connaissez probablement déjà, c'est un chercheur et orthophoniste de l'Université Laurentienne. Et lui, quand il nous a présenté cette image-là de la réponse à l'intervention et inclusion, ça nous a vraiment sauté aux yeux l'importance de l'efficacité de l'équipe école. Donc, la collaboration d'équipes pédagogiques et EED dans nos écoles afin de trouver des solutions, puis vraiment se baser sur ce que la recherche dit, mais aussi sur le besoin de la clientèle. Donc,
les élèves qui sont devant nous. Le rôle de l'enseignant, on le voit vraiment comme sa capacité à reconnaître le problème s'il y a en lecture et non nécessairement de l'identifier, mais aussi être capable d'analyser ce qui a déjà été enseigné et puis ce qui, en fait, pour fournir un résumé à l'intervenant pour que on demande des choses à l'élève qui ont déjà été enseignées et maîtrisées et non pas quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et puis, on se fie sur le rôle de l'enseignant aussi, donc l'enseignant qui est capable d'analyser les erreurs de lecture des élèves afin de travailler les concepts qui ne sont pas maîtrisés. Donc, si on passe à l'enseignement explicite, donc toute la question de cette vision commune de l'enseignement explicite, donc on le voit comme un enseignement structuré et organisé de façon à favoriser un apprentissage approfondi et durable. Donc, c'est tout ça, on vise que l'élève, on tient compte de ses acquis et puis de ses intérêts. On veut aussi offrir un défi à notre élève. Puis, on veut un juste équilibre entre les apprentissages de base, l'approfondissement et le transfert à l'aide d'explications claires, directes et ciblées. Lorsqu'on accompagne des équipes écoles, des enseignants, puis qu'on veut parler d'enseignement explicite, c'est lié à l'enseignement explicite, on propose ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, si on l'ouvre, donc c'est notre document de départ pour parler de l'enseignement explicite. Donc, ici, vous avez tout plein de ressources à partager. Donc, d'abord, si on parle de l'exploration de ressources en général liées à l'enseignement explicite. Donc, on a une vidéo et un article. On a aussi des outils, donc des outils de planification, des stratégies. Donc, tout ça, vous pouvez aller voir lorsque vous avez accès à la présentation. Vous pourrez aller lire et visionner les vidéos. Un petit peu plus bas, on voit les pistes de discussion en équipe. Donc, ce qui peut être discuté en lien avec l'enseignement explicite et un document de travail qui se trouve à être un Jamboard pour travailler l'enseignement explicite avec les équipes. Et finalement, vous avez au bas des ressources additionnelles, donc des vidéos, des articles sur l'enseignement explicite. Donc, si on continue dans notre présentation. Donc, on a maintenant l'enseignement systématique. Donc, selon nous, l'enseignement systématique, c'est l'utilisation du matériel, de concepts qui sont enseignés selon une séquence et des pratiques d'enseignement soigneusement planifiées. C'est de créer et adhérer en équipe à un continuum selon une progression qui est logique, une progression d'apprentissage de la lecture en français. Donc, toute l'importance de cette vision commune et puis de travailler en équipe pour y arriver. Maintenant, on passe à nos objectifs du CA-CCE. Vous voyez ici les objectifs de l'approche Eloé. L'approche Eloé, c'est l'approche qui est propre au CA-CCE, qui éveille au langage oral et écrit. Donc, c'est la base de notre vision systématique de la progression de l'apprentissage de la lecture au CA-CCE. Donc, Eloé, ça a été élaboré à l'aide des connaissances de Pascal Lefebvre, encore une fois, donc basé sur la lecture interactive enrichie. Le but, c'était vraiment d'aborder la littératie au cycle préparatoire à l'aide de l'album jeunesse, donc pour travailler le contexte authentique et pour prévenir les difficultés en lecture et en écriture chez nos enfants. Donc, les objectifs avec Éloé, éveil au langage oral et écrit, sont donc d'offrir un appui et un accompagnement dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture, rejoindre aussi tous les besoins de tous nos élèves, harmoniser nos pratiques au sein du conseil, favoriser l'apprentissage professionnel aussi, puis bâtir la capacité, donc partir de où sont les équipes, puis les amener un petit pas plus loin. Et finalement, faciliter cette transition entre le jardin et la première année. Puis ce qu'on voit dans la main, c'est vraiment la base d'Éloé, donc qui est donner le goût de lire et d'écrire aux enfants tout en favorisant la construction identitaire.
Sur ce, on arrive à notre diapo de la participation active. Donc, vous allez voir cette diapo-là à différents moments ce matin avec nous. C'est là où on veut vraiment vous écouter, donc vous faire parler, partager. Donc, vous allez peut-être vous reconnaître dans une des personnes que vous voyez à l'écran, qui soit une Lily qui a appris quelque chose puis qui se dit ben voyons donc, je ne savais pas ça. Ou une Audrey qui a une idée, donc peut-être que nos propos ce matin vous donnent une idée, ou bien un Marion qui se pose toutes sortes de questions, donc pourquoi, comment ça? Donc peut-être vous allez vous reconnaître dans un des personnages, donc n'hésitez pas quand vous voyez ceci à participer, soit dans la boîte de clavardage, levez la main, puis à ce point-ci de la présentation ce matin, ben, on vous pose comme question, avez-vous un continuum en littératie au sein de votre conseil? Est-ce que vous avez une progression spécifique pour l'enseignement de la lecture ou un inventaire de ressources? Donc, on vous donne un petit 30 secondes pour y réfléchir. De mon côté, je vais mettre une minuterie. Puis, lorsque vous allez entendre le petit ding, ben, ça va être parce que notre temps de discussion va être terminé. Donc, on se donne un 30 secondes pour y réfléchir, puis ensuite, on vous laisse participer. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a noté dans la boîte de clavardage. Je vois pas les noms, par exemple. Donc, il y a quelqu'un qui nous parle de TEPALF. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Bonjour, alors moi c'est Lisa Orr du Conseil Mon Avenir. Notre conseil a élaboré un continuum en communication orale et en écriture quelques années passées, mais on n'avait rien en lecture. Et puis là, avec le TIP-ALF que le Centre Franco nous a présenté, on a commencé à l'explorer. C'est sûr qu'on reçoit des formations, donc ce n'est pas de façon systémique encore, mais en tant que CP, on les utilise lors de nos accompagnements avec les écoles. Il faut qu'on se l'approprie parce que c'est évidemment nouveau, mais c'est quelque chose qu'on est dans le processus d'utiliser. Merci Lisa, c'est intéressant. Oui, alors avec TEPALF qui est sorti, donc c'est vrai qu'on a une bonne base. Merci. Je vois qu'on a une main levée, donc Lynn. Bonjour, moi je suis conseillère pédagogique au CSPNE, donc dans le Nord, il fait moins 30 ce matin. Au CSPNE, on a commencé à travailler avec Pascal Lefebvre, nous aussi, depuis l'année dernière. Donc, la LIE est arrivée dans nos écoles. Donc, on est encore en début parce qu'il faut former tout le monde, mais on a l'appui des orthophonistes du conseil. Donc, puis on planifie l'année prochaine, ça va être en première année et la LIE en deuxième année dans 2 ans. Donc, on a une planification. Nous aussi, TEPALF, on commence à l'utiliser dans les salles dans les classes. On n'avait pas de continuum, mais on est en train d'en construire un parce qu'on a remarqué que nos élèves qui avaient plus de difficultés à apprendre à lire en première et deuxième année, on continuait à avancer avec les autres élèves et on ne restait pas à la conscience phonologique, par exemple, avec ces élèves-là. Donc, c'était important d'arrêter d'avancer puis de faire de la lecture guidée. Donc, on a beaucoup travaillé le bloc équilibré pour que la guidée reprenne sa place dans nos blocs pour pouvoir appuyer ces élèves-là. De plus, nos orthophonistes sont en train de former, on commence au mois de janvier, les enseignantes de première et deuxième année en conscience phono, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas les connaissances en conscience phonologique pour pouvoir vraiment aider les élèves. Donc, c'est ça, on est en train de faire un petit retour en arrière pour dire, OK, il faut arrêter, il faut les former si on veut que ça ait un impact sur nos élèves. Donc, c'est là où on est rendu. Oui, j'aime ce que j'entends, Lynn. Donc, partir vraiment de où les équipes sont puis du besoin de l'enfant. Excellent.
Très bien. Je vois que Natacha a partagé. Est-ce que tu veux partager avec ton micro, Natacha? Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je travaille au Conseil scolaire catholique Franco-Nord, puis je suis une accompagnatrice pour notre conseil. Alors, nous, notre conseillère pédagogique, Chantal Leroux, travaille de très près avec Pascal Lefebvre. Ça fait depuis plusieurs années que nous travaillons avec lui. Nous avons des dépistages de mise en œuvre pour le cycle préparatoire. Nous avons aussi des dépistages qui vont jusqu'à la 3e année. On a des capes de ciblés après pour faire des analyses de données. Nous utilisons actuellement, on fait actuellement un parcours avec une école pour impliquer le RAI, puis on travaille avec Pascal pour faire ça avec une de nos écoles. Puis oui, on a un continuum, des ressources, puis on travaille très proche avec nos orthophonistes. Puis c'est ça, on retourne toujours en grande équipe SRS au conseil pour discuter des défis, puis on essaie de réajuster à mesure qu'on avance. Puis ça va très bien. Merci beaucoup, Natacha. Donc, c'est intéressant. On a pas mal de points en commun, entre autres avec Pascal Lefebvre et différentes personnes. Je vois aussi dans la boîte de clavardage qu'on parle aussi de Lise Lheureux, donc, et de ses instituts. Donc, elle propose beaucoup de formations. C'est intéressant. Et je vous remercie beaucoup. Donc, ça termine notre premier temps de discussion, puis on va continuer. Et comme Ingrid disait, merci beaucoup de votre participation. Puis on voit que c'est à travers la province, hein, on a les mêmes inquiétudes, puis c'est quand même intéressant. Je trouve qu'on a pris beaucoup la même voie. Ce qui nous a apporté justement, donc consciente des constats, des défis et de nos intentions. Nous, l'équipe en littératie, on s'est mis vraiment en réflexion, mais comme vous. Mais là, par où commencer, à quelle porte qu'on va aller cogner, justement. Donc, nous, pour aujourd'hui, c'est important qu'on vous montre notre processus parce que si jamais vous voulez vous en inspirer de notre démarche, vous allez avoir accès à toutes nos ressources. Puis, sachez aussi qu'on va vous s'inspirer aussi de vous, de vos commentaires et de vos partages. Donc, dans un premier temps, on parle beaucoup de l'importance de prendre, comme vous dites, un pas de recul, de vraiment évaluer les besoins de nos équipes, de nos enseignants et de nos élèves selon leur profil. Donc, tout comme le monde de l'éducation, on est en constante évolution, comme dans le monde de la santé. Tu sais, on veut que nos médecins visent l'excellence et demeurent à la pointe fine des formations, des recherches et des nouvelles technologies. Donc, ils vont sans dire que on a les mêmes attentes aussi, nous, pour les enseignants, donc pour nous dans le monde de l'éducation. Donc, nous sommes tous apprenants à vie. Puis, comme Fisher mentionne souvent à maintes reprises dans son livre PLC Plus Playbook, Student Learning Needs drive Adult Learning Needs. Donc, comme on disait, toute l'importance de prendre un pas de recul, de vraiment tourner le miroir vers nous et de se questionner en tant que professionnel de l'éducation, puis d'exercer une pratique réflexive sur nos pratiques professionnelles en salle de classe, puis de se référer à la recherche, puis d'identifier des stratégies qui auraient un fort impact en lien avec notre cible qu'on a fait. Donc, dans un premier temps, on a posé la question avec nos équipes, avec nos écoles, quels sont nos besoins? Quels sont mes besoins pour que je puisse répondre aux besoins d'apprentissage des élèves? Quelles pratiques et stratégies dois-je inclure, ajuster ou perfectionner dans ma pratique pour répondre aux besoins d'apprentissage de mes élèves? Donc là, à partir de tous ces constats-là, on s'est posé la question suivante. Quels engagements vais-je prendre pour acquérir, approfondir des nouvelles connaissances et des nouvelles habiletés? Parce que c'est une chose, une étape de les identifier, mais maintenant, je dois prendre un engagement, puis comment je vais m'y prendre pour le faire, justement. Donc, il y a des ajustements que je peux faire seule, par exemple, en faisant certaines recherches, certaines lectures, écouter certaines TED Talks, participer à des conférences. Puis, il y a certaines choses aussi que je vais faire avec mes collègues, qui est important de faire aussi pour justement l'équipe. Donc, quand et comment je vais faire ça? Donc, est-ce que je veux aller observer une collègue? Je vais faire la co-planification, de la co-animation aussi avec des collègues. Est-ce que je vais aller avoir des formations avec une conseillère pédagogique, travailler avec nos conseillères pédagogiques ou, comme beaucoup, on vous entend, on va chercher de l'aide à l'externe. On fait appel aussi à les experts ici, là, en conscience phono, à nos orthophonistes. Il faut les impliquer dans tout ce processus-là.
Donc, qui nous amène à d'autres idées qu'on a eues pour le perfectionnement professionnel. Donc, comment est-ce que cela peut se passer chez nous, surtout aussi avec la pénurie de suppléance. Tu sais, ce n'est pas toujours évident non plus de libérer nos enseignants. C'est même frustrant parce que c'est important. On a besoin de former, on a besoin de prendre ce temps-là. Donc, des fois, il y a d'autres façons qu'on peut tenter de contourner quand ce n'est pas évident. Puis, pour justement augmenter l'efficacité collective, comme Ingrid parlait, c'est très important parce que plus la croyance d'une équipe en sa capacité collective est forte, plus les objectifs qu'elle se fixe sont élevés. Donc, on voit vraiment. Donc, ici, on vous propose dans un premier temps, il y a les Ghost Walks. Donc, les Ghost Walks, c'est simplement d'observer l'environnement d'apprentissage et salles de classe sans la présence des élèves. Parce que les murs parlent, hein? Juste la disposition, qu'est-ce qui est affiché. Donc, cela, des fois, on va entrer, puis ça va juste nous donner une idée de la disposition des meubles, les tableaux d'ancrage, les référentiels qu'on peut voir, les petits coins de lecture, comment ils sont montés, présentés, le matériel de manipulation qui est disponible et accessible aux élèves. On a aussi ce qu'on appelle les Learning Walks. Donc, les Learning Walks, c'est quand on va observer en salle de classe un enseignant en action d'une pratique à fort impact, mais on a vraiment l'intention avant d'y aller, là. Avant d'y aller, on a une intention précise d'aller observer quelque chose. Donc, que fait l'enseignant? Comment les élèves expliquent leurs apprentissages? À quoi ressemble l'environnement? Puis, à la dernière ici qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est le micro-teaching. Donc, le micro-teaching, c'est un peu plus, mais en tout cas, pour ma part, pas de c'est délicat, mais peut-être c'est plus sorti de notre zone de confort parce que c'est de s'enregistrer. Donc, enregistrer justement un segment pour ensuite s'en servir en équipe lors de vos équipes de collaboration pour observer rétroaction. Donc, des fois, ce n'est pas évident, mais c'est prouvé que c'est très, très enrichissant et ça nous aide aussi à grandir dans nos pratiques. Donc, si on continue, on a fait ici, vous voyez, un diagramme circulaire que, dans le fond, c'est selon, dans les plans d'amélioration de nos écoles élémentaires, les pratiques à fort impact qui ont été ciblées. Donc, nous, on a 46 écoles élémentaires dans notre conseil scolaire. Puis pour nous, ça parle beaucoup puisque ça l'aide à nous diriger dans nos accompagnements pour faire des liens avec leur plan d'accompagnement ainsi que leurs pratiques en salle de classe. Donc, comme on peut voir ici, les plus populaires chez nous, c'est justement de s'approprier davantage l'enseignement explicite, la co-construction de critères et la rétroaction. Donc, à ce moment-ci, aujourd'hui de l'atelier, on aimerait ça faire une chute en cascade dans le clavardage. Donc, une chute en cascade, ça veut dire qu'à mon signal, vous écrivez un mot ou deux selon la question, que ma question, dans le fond, pour vous aujourd'hui, c'est quelles sont vos pratiques à fort impact ciblées dans la majorité des plans d'amélioration d'école de vos écoles. Donc, prenez un instant pour y réfléchir et à mon signal, vous allez pouvoir entrer justement votre pratique à fort impact qui est ciblée dans vos écoles dans le clavardage. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez nous partager vos pratiques ciblées dans vos écoles élémentaires de votre conseil. Donc, quelles pratiques à fort impact est-ce que ça sont ciblées? On était juste curieuse à savoir si vous voulez nous indiquer dans la boîte de clavardage, est-ce que c'est comme nous? Est-ce que vos enseignants, c'est plutôt l'enseignement explicite, la rétroaction? Est-ce que c'est plutôt l'enseignement par atelier? Est-ce que c'est plus la triangulation? Là, je vois que mon écran est affiché et effectivement, je vois bien l'enseignement explicite aussi, rétroaction, ça revient, enseignement explicite, critères clairs et précis, oui, absolument, enseignement explicite, stratégie, enseignement guidé, triangulation, excellent. Donc, je vois qu'on s'en va tous vers dans la même direction, puis je pense que c'est vraiment ici l'important, c'est d'avoir une vision commune, comme Ingrid parlait en début.
enseignement explicite, oui, tâches authentiques, excellent. Donc, si je continue, comme Ingrid vous a expliqué en début comment on a procédé avec nos équipes qui voulaient travailler davantage l'enseignement explicite, on fait la même, puis lorsqu'on a des demandes dans nos écoles de parler de rétroaction avec nos équipes, c'est de la même chose. Donc, on a produit un document qu'on a décidé de partager avec vous aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse ou que vous voulez vous en inspirer. Donc, lors de nos accompagnements, on apporte ce document de travail-là, puis on part vraiment à partir des besoins de l'équipe. Donc, si justement on est vraiment en début de rétroaction, de vraiment avoir une vision commune, on a aussi ici une autre vidéo qui vient du site et du source. Puis, on se réfère souvent et beaucoup au nouveau site du CFORP, évaluer, différencier et réussir. Si vous n'avez pas encore eu la chance de l'explorer, c'est vraiment une mine d'or. Donc, puis il y a vraiment toute une section sur la rétroaction descriptive. Donc, non seulement ça l'explique, mais il y a des activités, des mises en situation. Donc, c'est très, très, très riche. Puis même, ça permet aussi de diviser votre accompagnement en plusieurs segments. Donc, à y aller comme vraiment segmenté selon les besoins de votre école. Ici aussi, on vous a remis des outils en lien avec la rétroaction. Donc, si c'est un guide vers la réussite, donc, ça a été élaboré avec Garfield, Jenny Newman. Donc, c'est vraiment c'est comme un tableau avec 4 colonnes, juste avec le temps qui nous permet pas. On ne va pas aller en détail, mais si vous allez avoir la chance d'y avoir accès, c'est vraiment une place pour mettre vos critères, puis donner la rétroaction, que l'élève va pouvoir donner la rétroaction à lui-même, s'auto-évaluer, et ensuite, vous pouvez lui donner sa rétroaction. Donc, c'est très pratique et les profs adorent beaucoup. On a aussi une autre ici, une rétroaction en couleur. Donc, quand c'est les élèves qui, on va établir cette ambiance puis de confiance, puis d'instaurer cette culture-là dans ta salle de classe, l'importance de la rétroaction par les pairs. Et aussi, on a ajouté ici le signet de rétroaction en lecture de Michel Monner-Corriveau. Puis par la suite, on vous a laissé ici nos pistes de discussion, nos questions, avec un document de travail aussi sous format de Jamboard, comme tantôt Ingrid vous a présenté. Puis par la suite, d'autres ressources aussi pour vous aider dans vos recherches, parce que Dieu sait qu'on en passe aussi des heures de préparation avant d'accompagner une école. Donc, si on revient à la présentation. Aussi, on aime beaucoup utiliser cette citation-là lorsqu'on accompagne nos écoles quand on vient à la rétroaction. J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez. J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc, tellement important ici le lien de tenir compte de le lien que vous avez avec vos enseignants, avec les élèves, avec vos collègues lorsque vous faites de la rétroaction. Donc, à ce moment ici de l'atelier, encore une fois, comme Ingrid vous a expliqué en début d'atelier, donc on vous demande votre participation active ici. Donc, si jamais vous vous sentez comme notre petite Lily, notre petite Audrey ou encore vous êtes Marion qui a des questions, on va prendre un petit 30 secondes de réflexion. Puis par la suite, on va vous inviter de soit lever la main pour partager à l'aide de votre micro ou vous pouvez aussi écrire vos commentaires, questions dans la boîte de clavardage.
Donc, à ce moment-ci, est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose en lien avec vos pratiques à fort impact ciblé? Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de participer à des équipes de collaboration depuis le début de l'année ou comment vous procédez à la formation de votre personnel. Donc, Nathalie, est-ce que vous ressentez de la résistance sur le terrain ou ces belles pratiques sont bien instaurées partout? Je te dirais, Nathalie, que c'est du travail avoir la vision commune. Donc, dans un premier temps, quand on a un partage, quand les gens ils ont une ouverture dans les équipes d'avoir un partage de comment ils procèdent, par la suite, ensemble, souvent, on réussit à identifier comment on pourrait juste rehausser un petit peu. Parce qu'on essaie de vraiment partir de où ils sont rendus. C'est certain que c'est pas évident, mais aussi le commentaire, je ne sais pas si de votre part, c'est la même chose, mais les gens sont assoiffés de formation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de formation ou de formation en présentiel. Comme vous savez, même aujourd'hui, c'est bien, on a un colloque au virtuel, mais l'avoir en présentiel, c'est encore plus riche, puis les discussions, les échanges, puis même les apprentissages, me semble que ça avance plus rapidement ou ça se comprend mieux. Donc, je ne sais pas si je m'explique bien, mais non, je te dirais que ce n'est pas toujours évident d'avoir une vision commune, mais je trouve que c'est en échangeant, en parlant, puis on va vous en parler justement prochainement, comment on a procédé à notre jour 1 de formation avec nos équipes. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de « Ah ouais, tu fais ça comme ça, c'est intéressant ». Donc, de toute cette ouverture-là, puis je trouve que l'ouverture est beaucoup plus présente qu'avant. Je pense que la pandémie, tu sais, elle a apporté beaucoup de choses, mais une des choses que je te disais positives qu'elle a apporté, c'est de l'importance de parler, de collaborer et de partager ouvertement. Oui, Lynn, tu aimerais ajouter quelque chose? Ben, pour dans la même lignée de pensée, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le conseil est très, très grand. Donc, tu sais, quand je suis arrivée en 2013 comme conseillère pédagogique, je voyageais partout. Puis là, ben, avec la pandémie, on a appris qu'on pouvait le faire en virtuel. On n'a pas eu le choix pendant un bout de temps, mais maintenant, on continue de le faire en virtuel pour les grosses formations. Puis ce que nous, on a remarqué, c'est qu'il y a un désengagement du virtuel, des formations en virtuel. Donc, on demande d'ouvrir les caméras, on demande la participation, mais il semble qu'on ne réussit pas à trouver de stratégie. On leur donne un cahier du participant qu'ils amènent après ça aux accompagnements individualisés. Puis même là, on se rend compte que ça, les gens sont en train un peu de décrocher parce qu'ils demandent des choses en face à face. Donc, ce qu'on fait, on donne la grosse formation et ensuite, chaque conseillère pédagogique, on est 4 dans le conseil. Là, on va accompagner individuellement les gens qui en ont besoin. Mais on s'est rendu compte que le virtuel, les gens commencent à être un petit peu fatigués de ça. Oui, j'entends ça, Lynn. Vous avez combien d'écoles, Lynn, dans votre conseil? Bonne question. OK, c'est bon. Moi, je sais que je travaille avec 4 écoles, là, mais je n'ai jamais fait le compte du conseil au complet, là. OK. Mais justement, ceci nous apporte à notre prochaine section, donc justement notre plan d'action. Donc, comment on réussit présentement à accompagner toutes les écoles de notre conseil, puis par la suite, on pourrait parler aussi davantage comment vous procédez pour accompagner vos écoles. Donc, et voilà. Désolée. Donc, comme mentionné, donc nous, c'était vraiment important d'avoir un fil conducteur, que nos bottines suivent nos bobines. Donc, comme Ingrid a bien expliqué au début les objectifs du CSSE en lien avec Eloé, qui était PMGE, là, on a dit, OK, là, on veut faire le fil conducteur, on ne veut pas amener quelque chose de complètement différent. Ça fonctionne, on voit les bons résultats. Maintenant, comment on va apporter ça en première année? Donc, c'est vraiment à la base de notre vision systématique de la progression de l'apprentissage de lecture qu'on a, puis c'était très important qu'on suive ça. Donc, ce qui nous a apporté à ce plan d'accompagnement-là, qu'on a appelé l'approche en littératie première année. Donc, ici, qu'est-ce qui était aussi particulier, c'est appelé
approche en littératie première année. Sauf qu'on a invité toutes les équipes pédagogiques des écoles qui travaillent avec les premières années. Donc, c'est-à-dire les enseignantes ressources, les enseignants ALF PANA et les membres à la direction de participer lors de cette formation-là. Donc, on s'est vraiment concentré à offrir un plan d'accompagnement puisque, justement, avec toute l'enquête de droit de l'élève qui est sortie, ça, c'est venu et on ne veut pas, on a nos budgets aussi du ministère de l'Éducation. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place notre plan d'action. Donc, puis, justement, de l'avoir vécu hier, qu'est-ce qu'on va vous présenter? J'ai fait une rencontre du personnel où j'ai expliqué, j'ai fait un survol de qu'est-ce qu'on fait avec les premières années à tous les membres du personnel, parce que j'ai fait M6, pour que tout le monde soit au courant aussi des messages. Donc, c'est très important qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi en ce moment, on met autant d'énergie avec la première année. Donc, pour en venir, c'est qu'on a 2 journées de formation initiale. Donc, comment on a fait pour procéder? C'est cette première journée-là, ça nous prend, nous, 6 jours à rencontrer toutes nos écoles, parce que nous, on a 46 écoles élémentaires, puis on a divisé, on rencontre de 6 à 7 écoles par journée. C'est des journées complètes, c'est en présentiel. Donc, on a réussi. Puis, pour réussir à avoir le plus de gens, c'est vraiment pas l'idéal, mais certaines écoles, ils vont annuler leur service EED ou quelques services EED ou ALF lors de la journée pour participer parce qu'on trouve vraiment c'est important, puisque lors de la journée, on a vraiment des sessions de travail d'équipe que je vais vous expliquer très prochainement. La jour 2, puis j'ai entendu beaucoup les commentaires lors de les échanges que vous avez faits en début, on est en train de présentement la monter en collaboration avec nos orthophonistes, parce que c'est eux les experts dans la conscience phonologique. Puis vraiment, quand on creuse, c'est vraiment pas évident. Toute la terminologie, toute la technique, puis comment l'enseigner. Donc, on est en train de monter notre jour 2 avec nos orthophonistes, puis justement à monter avec eux un continuum qui aurait de l'allure pour aider à mieux encadrer et diriger nos enseignants. Donc, ce jour 2-là, là, présentement, on a réussi à rencontrer toutes nos écoles, puis le jour 2 va avoir lieu janvier et février. Là, après, vous voyez en bleu la création d'un plan d'accompagnement jour 1. Donc, c'est vraiment une approche par résolution de problème qu'on va accompagner selon les besoins des écoles parce qu'on sait que chaque école a différents besoins selon la culture de l'école, selon l'expérience aussi de son personnel et les profils d'élèves. Puis, par la suite, on a ciblé une autre journée en fin d'année pour voir l'objectivation. OK, c'est quoi nos constats? On était ici en janvier, là, avec le dépistage, nos évaluations, puis là, avec l'accompagnement que vous avez eu, on est rendu où maintenant et c'est quoi nos prochaines étapes pour avoir une continuité l'année prochaine? Donc, lors de notre jour 1, on a beaucoup parlé, dans un premier temps, de tout le côté théorique. Donc, tout ce côté théorique-là qu'on on a aussi décortiquer la fameuse corde de Scarborough, mais on a pris surtout à l'aide de la vidéo diffusée de l'orthophoniste Michel Manner-Corriveau en compagnie de la psychologue Alex André Mador. Donc, on l'a vraiment morcelé parce que la vidéo dure 1 heure, puis on a pris des segments. Donc, on l'a fait visionner par les profs, puis ensuite leur donner du temps de réflexion et de discussion, justement, pour s'assurer qu'on ait une vision commune et on comprend. Et on notait aussi les besoins et leurs questions qu'on va apporter, bien qu'on a apporté aussi à nos orthophonistes pour bien préparer notre jour 2 pour répondre à leurs besoins. Par la suite, on a regardé, on a donné à chacun des participants justement le nouveau guide. Donc, on s'est vraiment attardé à la page 18 parce qu'à la page 18, on retrouve ce continuum-là qui a vraiment apporté de bonnes discussions riches. Parce que là, il y en a qui se sont sentis aussi soulagés parce que souvent, on va dire « Ah, la conscience phono, ça appartient à PMJE ». Mais là, avec ce continuum-là, on voit très bien que non, ça se poursuit en première année. Puis la conscience phonémique, c'est PMJE première, puis jusqu'en fin première année, début deuxième année. Puis là, on voit l'enseignement des lettres de l'alphabet et du système alphabétique qui est très intéressant ainsi que nous, on travaille fort à élaborer le continuum, puis l'ordre de l'apprentissage, puis qu'est-ce qui appartient plus première, deuxième, troisième année. Ça, nous, on trouve que c'est un défi, c'est pas trop évident. Et ensuite, les régularités, donc toute l'analyse de mots. Donc, on a vraiment passé beaucoup de temps sur cette compréhension-là. Ça a suscité des gens, les discussions étaient vraiment riches parce que, comme je vous ai dit, c'est un soulagement, puis on réalise l'importance du travail d'équipe, que ça ne repose pas seulement sur une équipe pédagogique. Puis pour ce faire, on a préparé
des feuilles de travail. Donc, une fois qu'on avait terminé de présenter le continuum, on est tombé vraiment à une session de travail d'un bon 40-45 minutes. Puis, justement, on va vous donner accès à ces feuilles de travail-là parce qu'on a tout décortiqué chaque section du guide. Donc, on avait la conscience phono. Donc, on a tout mis les éléments de la conscience phono. Là, on n'a pas demandé aux équipes de première année d'y travailler parce qu'on s'est plus attardé sur la conscience phonémique. Donc, c'est quoi? Donnez-nous des exemples. Là, comment vous le faites en salle de classe? C'est quand ça se passe dans votre salle de classe? Puis comment vous faites pour l'évaluer? Comment vous faites pour savoir si les élèves ont compris, si vous pouvez passer au prochain? Puis comment vous différenciez? Donc, ici, vous voyez, il y a un lien. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez avoir accès à la feuille de travail. Puis ici, qu'est-ce qui est intéressant? Comme je vous disais, on rencontrait 6 à 7 écoles lors de nos journées. Mais là, chaque rangée, les écoles avaient chacune leur rangée. Donc, ils écrivaient le nom. Donc, quand les écoles écrivaient qu'est-ce qu'ils faisaient, la durée, comment ils évaluaient, mais là, ça fait comme un partage. On vient de créer un réseau ici. Puis, justement, parfois, il y avait comme, je ne comprends pas cette stratégie-là ou cette pratique-là. Comment vous procédez? Donc, tout le monde avait accès à ces feuilles de travail-là. Donc, par la suite, on a fait un drive partagé pour donner accès justement à toutes les réponses. Donc, dans la présentation, vous allez avoir accès à nos feuilles de travail si jamais vous voulez vous en inspirer ou même les utiliser telles quelles. Donc, c'est important pour nous de faire ce partage avec vous parce que c'est vraiment été apprécié puis une pratique gagnante. Puis là, je vais céder la parole à ma collègue Ingrid. Merci, André. Donc, suite à ce partage qu'on a fait en matinée à notre jour 1, on a parlé de toute l'importance d'avoir l'accès à des livres, que nos élèves aient accès à une variété de livres, donc un bac de livres pour chaque enfant, selon leur intérêt, selon leur niveau de lecture aussi. Donc, l'importance d'enseigner explicitement comment se choisir un livre pour nous. L'élève apprend à se fixer des objectifs par rapport à sa lecture, puis comprend aussi qu'il doit réfléchir à sa lecture et qu'il peut partager au sujet de sa lecture avec ses amis. On a montré, donc, si vous voyez ici, des bacs personnalisés, bien garnis, pour justement améliorer l'autonomie, la motivation, puis l'amour des livres. À la prochaine page, on voit Charlotte, une élève de première année, qui s'est fixée comme objectif de lire 2 livres aujourd'hui. Donc, au départ, dans cette classe-là, Charlotte la première fois, savait cibler, je pense, c'était 19 livres à lire dans sa période de lecture. Donc, ça a été tout un enseignement, justement, de montrer à l'enfant que si tu pars avec ton 19 livres, ça va être difficile d'y arriver puis de lire ces 19 livres-là dans ta période. Donc, finalement, Charlotte est arrivée à se choisir 2 livres, justement. À la prochaine page, on voit Francis qui lit des histoires vraiment selon ses intérêts. Puis, on a eu des discussions avec l'équipe, justement, au sujet de l'intérêt. Très, très important d'avoir une variété de livres. Puis, on le sait, on a des élèves qui sont encore au décodage. Puis, ici, justement, Francis a devant lui un mini-mag. Et puis, peut-être qu'il n'est pas nécessairement capable de lire tout ce qui est écrit là, mais au moins, il a accès à quelque chose qui l'intéresse. Donc, l'importance de développer aussi l'amour de la lecture, donc l'intérêt face à la lecture, très, très important. Puis, on a essayé de passer ce message-là beaucoup, beaucoup durant notre jour 1. Ensuite, on voit un élève qui travaille avec le tapis de lecture, qui est un visuel qui est utilisé pour rappeler aux élèves de justement se fixer un objectif. Puis, on vise vraiment l'autonomie de ce côté-là, que l'élève soit capable de planifier sa période de lecture. On a présenté aussi cette citation, donc les recherches
confirme que les enfants s'améliorent en lecture lorsqu'ils ont du temps pour lire et uniquement pour lire. Il est essentiel que les élèves lisent avec engagement et rien ne soutient mieux l'engagement que l'occasion de choisir des livres intéressants qui sont à leur portée. Donc, ceci nous vient de l'atelier de lecture des fondements et pratiques sortis en 2020. Ensuite, lors de notre formation du jour 1, on a parlé de toute l'importance des différents types de livres et de travailler les livres selon leur intention. Donc, ce que vous voyez ici, c'est tiré d'une présentation encore de Michel Miner-Corriveau avec Alexandrie Mador, dont André parlait tantôt. Donc, on vous montre les différents types de livres, donc des livres pour apprendre à lire et des livres pour s'amuser. Donc, il y a la section des livres déchiffrables, décodables, des livres à structure répétée ou circulaire, puis des livres gradués et des albums jeunesse. Puis, on a parlé de l'importance, un peu comme le dit si bien Yves Nadon dans ses livres et dans ses présentations. Quand on veut apprendre à skier, on a besoin des vrais skis. Quand on veut apprendre à jouer du tennis, on a besoin d'une raquette puis d'une balle. Même chose avec le vélo, c'est pas en regardant quelqu'un faire du vélo qu'on va l'apprendre, mais c'est vraiment en embarquant sur son vélo. Donc, même chose pour la littératie. Donc, l'importance d'avoir des livres, beaucoup de livres dans les classes pour apprendre à lire et même ensuite aussi à écrire. Si on continue, donc ici, je reviens sur ce qu'Angélique disait dans le fil plus tôt dans la présentation. Angélique disait que c'est parfois déstabilisant, mais de façon positive. Bien, nous autres ici, on a eu notre moment déstabilisant quand on a parlé de décodage, donc les livres décodables. Ça a été notre fameux « haha moment » pour nous. Donc, on s'est aperçu que les livres décodables, on n'en avait pas dans nos écoles. Donc, les élèves n'y avaient pas accès à ceci. Puis, donc, on avait besoin de ce type de livre-là dans nos classes, puis besoin aussi de formation en conscience phono, comme on l'a discuté un petit peu plus tôt. Donc, ici, on le voit bien, là, tout ce qui est livre, album jeunesse pour l'importance pour la compréhension du langage oral, des livres lus aux enfants, mais toute la question des livres décodables qui sont si importants pour la partie jaune-orangée de notre corde, donc tout ce qui est la décodabilité pour finalement tomber dans les livres gradués et des lecteurs compétents. Donc, très, très important. Si on continue, on a aussi parlé de la lecture interactive avec nos équipes, donc première année et l'équipe de l'école. Donc, l'importance de faire la lecture interactive pour justement développer ce plaisir de lire. On a parlé de la lecture interactive comme étant un moment pour modeler avec des interventions qui sont planifiées. C'est un enseignement explicite d'une bonne habitude de lecture, d'une stratégie de dépannage ou je devrais surtout dire du vocabulaire, donc travailler le vocabulaire avec nos albums jeunesse. Développer aussi la métacognition chez l'élève, puisque l'enseignant met un haut-parleur sur sa pensée lors du modelage. Puis, tout ça en permettant un prolongement authentique et engageant pour l'écriture. Donc, avec ceci, on a fourni aux équipes de chaque école un bac d'albums jeunesse qu'on a ciblé d'une 50aine d'albums. Puis, on vous a mis en lien la liste en bas, si jamais ça peut vous inspirer d'un choix d'albums à suggérer. Donc, tous des albums qu'on avait judicieusement choisis pour que les équipes puissent travailler la lecture interactive. Puis, il y a déjà les livres en main pour ce faire. Donc, on continue avec une citation qui nous vient de « Enseigner la lecture, ce n'est pas une science infuse ». Donc, le personnel enseignant doit établir des liens entre l'enseignement des compétences et le plaisir de lire et d'écrire en utilisant des techniques de lecture à voix haute et des activités motivantes associées à un enseignement riche qui génère des nouvelles connaissances. Donc, sur ce, je vois qu'il y a des choses qui sont passées dans le fil, dans la boîte de clavardage. Merci. Oui, Angélique, tu dis des livres qui sont nivelés ne sont pas nécessairement décodables. Oui, donc j'imagine que ça a peut-être été un aha moment de votre côté aussi quand on a parlé de plus en plus de livres décodables ou déchiffrables.
Donc, ça en vient à notre jour 2. Donc, comme André l'a dit, le jour 2 s'en vient après les fêtes. Donc, notre jour 2, c'est vraiment la collaboration avec nos orthophonistes, comme André l'a dit. On veut vraiment faire le pont entre le PMJE et la première année. Puis, on veut parler de dépistage aussi, donc qui, quoi, comment. Donc, bâtir un continuum des apprentissages pour que les enseignants savent vraiment à quoi s'attendre. C'est quoi un élève de première année en début d'année? À quoi m'attendre en lecture avec cet élève-là en décembre et ensuite plus tard dans l'année scolaire? On arrive à notre autre participation, à notre dernière participation active du matin. Donc, on vous laisse un 30 secondes pour penser d'abord, qu'est-ce que vous pensez de notre plan d'action? Puis peut-être quel est votre plan d'action? Donc, on se donne un 30 secondes, puis ensuite, on se donne un 5 minutes pour en discuter s'il nous reste assez de temps. Donc, Lynn, est-ce que je vois que tu as posé une question dans la boîte de clavardage. Veux-tu. Donc, tu nous demandes si on a jour 1 était en présentiel. Oui, c'est Oui, le c'est cas. ça. Oui, OK, oui, parfait. tout à fait. Donc, vous divisez vos écoles dans votre territoire, puis vous allez avec un groupe d'écoles Un à la groupe, fois. c'est ça, c'est ça. OK, Nos écoles sont divisées par regroupement pour accompagner. Donc, on a pris ces mêmes regroupements-là, puis on les a regroupés pour la formation. Oui, ouais, je peux voir que c'est beaucoup plus efficace. Merci. oui, tout à fait. Oui, Nathalie, tu dis, t'aimes l'idée de peindre à quoi ressemble un élève de première année. Oui, à différents moments dans l'année. Oui, c'est très important. Puis, avec nos orthophonistes, je pense qu'on va avoir un beau portrait justement de ça. Puis, je pense que ça va être utile aux enseignants puis aux équipes écoles. Alors, tu dis, quel a été votre processus pour ceci? Bien, c'est vraiment, on a demandé une collaboration avec les orthos. Donc, c'est les orthos qui vont beaucoup présenter au jour 2 par rapport à ce continuum-là des apprentissages pour la lecture en première année. Est-ce qu'il y a des questions ou partage de ce que vous voulez faire, votre plan possible pour attaquer ceci dans votre conseil scolaire? Il n'y a pas d'autre chose. Donc, je vois maintenant, André, merci, tu partages la page du billet de sortie. Donc, merci de vos partages. Merci de votre implication ce matin. J'aimerais avoir le dernier mot de remerciement, Mesdames André et Ingrid. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir vraiment partagé votre passion de la lecture pour nos petits cocos. Tous les liens que vous nous avez donnés, les stratégies que vous avez utilisées vont aussi permettre à beaucoup de monde en province de pouvoir les expérimenter à leur tour. En dernier lieu, j'aimerais vous inviter à aller compléter le sondage de la rétroaction que j'ai mis à 2 reprises dans le clavardoir. Donc, je vous invite à aller le compléter. Je vous dis encore un gros merci, André et Ingrid, et à tous les participants et participantes de l'atelier. Merci d'avoir été là. Bonne continuation. Au revoir.